Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Think Holistic. Aujourd'hui également une vidéo discussion libre et je vais revenir sur ce sujet de ce que j'appelle, il n'y a pas que moi d'ailleurs, hein, mais la fausse lumière. Et on va un peu plus parler de la partie concernant des recherches et la démarche en fait que je suis et que je vous invite aussi à suivre sur la vérification de certains mots, de certains concepts qui peuvent circuler, donc avec quelques exemples, et également de parler, et en lien avec ça, de tout cet aspect branding, on va dire, ou marketing. Bon, le branding, c'est une partie du marketing, mais spirituel, en fait. Voilà. Du coup, les connexions qu'on peut faire. Alors, avant toute chose, je précise que c'est pas pour légitimer mon discours, bien entendu. C'est juste pour vous poser le contexte. Et pour ceux qui découvraient la chaîne, qui puissent savoir un petit peu qui s'exprime, voilà, et que vous ayez un contexte. C'est juste ça. Voilà, je prétends pas avoir tout vu, c'est pas possible, c'est impossible, voilà. Bon, mais en tout cas, c'est pour vous dire que je m'intéresse à ces sujets depuis plus de 20 ans maintenant. Hein, j'ai commencé au début, pratiquement, on va dire au début de la popularisation d'Internet. Voilà, j'ai lu, hein, j'étais très curieux, je m'intéressais à beaucoup de choses et j'ai lu et relu certains de ces textes, certains de ces concepts. Voilà, j'ai plus de pratiquement maintenant de 20 ans de pratique d'énergétique interne, notamment j'ai appris le magnétisme, le reiki, j'ai fait aussi du taoïsme, voilà. Le chamanisme aussi, j'ai fait mon premier stage de chamanisme en 2008, si je dis pas de bêtises. Donc, et après, j'ai pratiqué, j'ai une pratique personnelle, quoi, assez forte pendant un certain nombre d'années. Il y a des périodes où j'ai un petit peu moins pratiqué, bon voilà. Mais je veux dire, j'ai un retour sur expérience. Apprendre ou à laisser, bien entendu, on est bien d'accord. Également, j'ai lu beaucoup de choses sur différents sujets. Au niveau du bouddhisme, je me réfère beaucoup au bouddhisme Theravada parce que pour moi, il se, on va dire, il se focalise sur l'essentiel, beaucoup le taoïsme, et également aussi beaucoup de psychologie, dont notamment la psychologie jungienne, mais pas que, parce que j'ai bien entendu lu beaucoup de livres de Freud au tout début. Et également aussi Adler, entre autres, voilà. Et j'ai aussi un intérêt pour la PNN, donc la programmation neurolinguistique, les études cognitives, voilà. Donc j'essaie de tenir à jour mes connaissances. C'est pas toujours simple parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dans tous ces domaines. Et puis et j'ai aussi une formation en naturopathie et en herboristerie. Donc certains pourraient me dire effectivement que je me suis un peu éparpillé dans tous les sens. Oui, c'est vrai, peut-être, mais qu'est-ce que vous voulez quand on est passionné et qu'on aime tout ça? Bon, voilà. Donc tout ça, c'est pour vous dire qu'en gros, voilà un peu le contexte. Et les choses sur lesquelles je voulais, enfin le contexte, on va dire, de la personne qui parle à travers le micro, c'est-à-dire moi. Et et encore une fois, je n'idéalise pas, hein, on est bien d'accord. Hein, mon expérience n'est pas. Je reste humble, bien entendu, par rapport à tout ça. J'ai pas tout vu, j'ai pas tout lu. Personne d'ailleurs. Bon. Je voulais donc reparler de l'analyse de certains concepts et vous présenter comment je fonctionne, ou plutôt, parce que c'est pas mon approche à moi, hein, je suis pas du tout le seul à l'avoir, bien au contraire. Et j'ai rien inventé. Voilà. Donc, on va commencer par des concepts comme ça, qui circulent depuis très longtemps. Et on va commencer par le premier, c'est cette notion d'amour universel. Mais d'amour universel avec un grand A. Voilà, comme si c'était l'énergie, on va dire, fondamentale, la plus pure possible. Et sur quoi on se base en fait pour affirmer ça? Parce que en fait, déjà, on va prendre les choses. L'amour, c'est une émotion humaine, ok? C'est un état, on pourrait parler même d'état émotionnel.
qui a de multiples niveaux en plus, hein, parce que on dit, voilà, j'aime le chocolat et j'aime le chocolat et j'aime ma femme ou les chevaux, c'est quand même pas tout à fait le même type d'amour, on va pas se mentir, hein. Bon, voilà, donc déjà, vous voyez, il y a une différence de degré par rapport à. Enfin, on utilise le mot amour, mais il y a déjà différents types d'amour. Et en plus, partie du principe que l'amour serait l'énergie, je veux dire, fondatrice presque de l'univers, l'énergie primaire. Mais encore une fois, sur quoi vous vous basez, hein, pour dire ça? Euh, je vois pas dans la nature une expression de l'amour, en fait, voire même dans l'univers, dans ses effets. La nature, elle est assez brute, voire même brutale parfois, assez dure. C'est pas non plus une balade de santé, hein. Et bon, par rapport à l'univers, c'est pareil, quoi. Je veux dire, sur quoi on se base? En plus, par rapport à tout ça, dans les textes, donc les textes philosophiques anciens et spirituels, que ce soit, bah là, voilà, moi je vous parle du bouddhisme Theravada, que ce soit dans le taoïsme, que ce soit dans le viking, qu'est-ce que je peux dire? Bon, là, je parle beaucoup de spiritualité orientale, mais même je pense, dans certains textes de mystiques chrétiens, je ne veux pas dire de bêtises, mais ou même d'autres traditions. Bon, voilà, je suis pas exhaustif dans dans tout ça, mais jamais il est fait notion que l'amour est l'énergie comment dire, fondatrice, quoi, derrière le vivant. C'est en fait ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que je comprends l'intention et je comprends la poésie et la beauté qu'il y a derrière ce nom, mais il est trompeur en fait. Il peut être trompeur et on a quand même plus l'impression que c'est un mécanisme de projection psychologique qui n'est pas corrélé par des faits, quoi. Je veux dire, je suis désolé. Il y a des gens qui ont des expériences de vie terribles, qui souffrent. Ce serait quoi? Ce serait par amour aussi? Par amour universel? Donc, en fait, ça tient pas la route. Enfin, en tout cas, pour moi, ça tient pas la route. Je dis ça avec beaucoup de recul, mais ça tient pas la route. Et surtout, il y a déjà un petit peu une notion ben voilà, de ce côté un peu branding spirituel, ce côté, voilà, ça, c'est une notion, c'est un mot qui rassure, qui est beau, qui fait du bien, et je vais dire, et qui vend, quoi. Voilà. Donc, ensuite, il y avait une autre notion que je voulais aborder vite fait. Alors, je vais pas toutes les faire, je vous rassure, parce que ça va être très très long sinon. Et puis moi, bon, j'ai fait quelques recherches, mais je vous avoue, c'est un peu fatigant aussi. Parce que faut reprendre l'historique et voilà. Vous savez, ces notions de densité ou de dimension, il faut qu'on passe de la troisième dimension, densité, à la quatrième, cinquième et sixième. Alors visiblement, ça viendrait de textes de canalisation qui s'appellent Raw Material et qui datent des années 80, donc ça remonte encore. Et donc cette entité disait qu'elle était, je crois, de la sixième dimension, et que, bon, enfin bon voilà, qu'elle disait qu'en fait, nous les humains, on est dans la troisième densité et troisième dimension. Ok. Sur, alors, ok, anti-Terra, mais sur quoi il se base pour dire ça, en fait? Et surtout, après, je lis, donc troisième densité, donc c'est la vie humaine ordinaire, sur le choix, la polarité et la formation, entre guillemets l'idée du soi, l'idée d'identité. Après, il y a la quatrième, c'est l'amour et la compréhension. La cinquième, ce serait sur la sagesse. Et la sixième, il y aurait on intègre vraiment la dimension d'amour et de sagesse. Waouh! Alors effectivement, certains pourraient me dire, ouais, mais avec les circuits, oui, mais alors attendez, les circuits, la dimension des circuits, entre guillemets, à chaque fois, c'est rattaché sur des éléments concrets de l'individu. Alors c'est certes un modèle, une cartographie et un modèle, mais c'est quand même basé sur des choses où qu'on essaie comment dire, de déterminer de façon la plus concrète possible, quand même, dans un certain sens.
justement pour garder ce lien avec ce qu'on appelle les circuits matériels, les circuits terrestres, et donc garder une espèce d'intégrer une espèce de cohérence logique et explicative pour savoir un petit peu bah, de quoi on parle. Parce que là, moi, oui, alors encore une fois, c'est des beaux mots, quoi. C'est ça. La sagesse, bon, alors, quel type de sagesse, comment tu l'acquiers, qu'est-ce que tu veux dire par là? L'amour, et encore une fois, on retombe sur ça. On a l'impression que, voilà, c'est encore toujours le même mécanisme. On simplifie par, ah ben en fait, oui, en gros, on s'élève de plus en plus dans l'amour et la lumière. Alors c'est pareil, on s'élève. Qu'est-ce que vous voulez dire par on s'élève? C'est-à-dire qu'on rejette complètement la dimension physique, le corps, la matière. Il y a un petit côté, vous savez, il y avait toute une partie là des mystiques chrétiens qui était un petit peu comme ça, un peu dans cette tendance alors, platonicienne dans un certain sens, mais vous savez, le fait de renier un petit peu les désirs ou le corps, ou comme si la nature était un peu sale en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, il y a des choses en nature qui sont sales, hein, on est d'accord, hein. Mais moi, j'ai envie de dire à ces gens, un petit peu dans le même état d'esprit que celui de peuple premier, entre guillemets, c'est bien aussi le corps, c'est bien d'avoir des désirs, entre guillemets aussi, c'est pas une mauvaise chose hein, tout le temps. Et la nature, elle est belle aussi. Le monde est beau, la terre est belle. Pourquoi vous voulez sortir de ça? Voilà. Donc, juste, attention, juste, je pose la question, hein. J'essaie de comprendre et je pose la question. Je m'intéresse et je pousse le concept un petit peu pour voir si, bah, concrètement, qu'est-ce que j'en fais, quoi. Et surtout, comment, en fait, entre guillemets. Alors, on va me dire, mais il faut que tu élèves ton taux vibratoire. Ah, c'est pareil, encore une fois, l'élévation du taux vibratoire. Alors, je précise, j'ai fait de la radiesthésie. Je me suis beaucoup intéressé à la radiesthésie. J'ai fait, donc voilà, et donc il y a une perception par le corps qui passe par notamment la radiesthésie, donc le mouvement du pendule. Également aussi ce qu'on appelle la psychométrie, c'est-à-dire le fait d'utiliser les mains pour lire et sentir des choses. Donc c'est comme si on lisait la mémoire d'un objet, ou qu'on essaie de lire les corps énergétiques de la personne quand on fait notamment de l'imposition des mains. Voilà, pour moi, c'est pas que pour moi d'ailleurs, hein, j'ai lu notamment dans le livre de Pete Aysander, si vous voulez. Donc la psychométrie. Ok, donc ça, voilà, d'accord, mais après le taux vibratoire et l'échelle de Bovis, c'est purement arbitraire, en fait, en termes de quantification. Voilà, c'est qualitativement parlant, on peut effectivement sentir qu'il y a des différences, peut-être effectivement, alors on pourrait dire de vibration, parce qu'on ne sait pas trop comment l'appeler, mais après, je veux dire, vous avez des échelles de Bovis moi j'en ai vu qui montaient à des millions, quoi, sur certains lieux sacrés, tout ça. Excusez-moi, mais pour moi, c'est complètement arbitraire. Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait encore de tout ça, quoi? Il faut qu'on élève tout le taux vibratoire de la Terre. Enfin, sur quoi se base tout ça? Et vous voyez, là, j'ai l'impression que ça peut donner justement l'impression que je fais mon, entre guillemets, parce que je suis pas scientifique, j'ai pas de diplôme universitaire qui puisse me permettre de dire que je suis scientifique, mais je fais mon rationalisa, je suis dans une démarche trop rationnelle. Mais non, mais il faut avoir une démarche aussi rationnelle. Il faut se poser des questions. Voilà, donc on continue aussi un petit peu. Euh, Là, vous savez, en ce moment, depuis pas mal de temps, il y a les notions de mémoire universelle, non, pardon, de mémoire akashique. Voilà. Donc akashique, en fait, donc c'est un terme qui d'origine, un terme sanskrit, si je dis pas de bêtises. Enfin bon, ça fait référence à l'éther, donc à un élément. Voilà, en lien avec la philosophie indienne. Et ça a été popularisé par des ouvrages anglo-saxons, et notamment du côté francophone par notamment Anne Givaudan. Et Anne Givaudan, elle est un peu connue dans le milieu parce que c'est à partir de ses textes qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été tirées, enfin qui ont inspiré des mouvements New Age. Donc voilà, bon, après, bon. Donc du coup, les annales akashiques ou les archives, en fait, ça fait référence à la mémoire de l'univers. Ok. Donc, ça marche. Donc, après, j'ai envie de dire, mais pourquoi on n'appelle pas ça juste la mémoire de l'univers, en fait? Pourquoi encore utiliser ce nom? Vous voyez ce côté un peu branding, toujours le fait d'utiliser des mots qui font un petit peu genre, voilà, qui donnent un habillage un petit peu, voilà. Mais l'habillage c'est bien, mais moi j'aimerais bien comprendre le sens, enfin j'aime bien comprendre le sens qu'il y a derrière ce mot. Bon, bah, voilà. Donc, du coup, c'est la mémoire de l'univers, on va dire ça comme ça.
Alors moi, je l'entends tout à fait. Et oui, on peut partir effectivement du principe que l'univers a une mémoire. En fait, il y a même des théories qui sont vérifiées. Donc là, au niveau notamment de la physique quantique, si je dis pas de bêtises, mais oui, c'est ça, que effectivement, il y a un champ informationnel dans lequel nous baignons, en fait. D'accord? Ce champ informationnel nous entoure, en fait, et ça pourrait expliquer notamment beaucoup de phénomènes, même biologiques, qu'on n'explique pas. Je vous réfère notamment au livre de Bruce Lipton qui parle de ça, et c'est très intéressant. Parce que lui, il y a aussi une base scientifique, donc il fait des parallèles par rapport à ça. Donc effectivement, on est dans un champ d'informations, en fait, il y a des informations qui circulent entre nous, et à travers notamment notre inconscient. Donc, notamment ce qu'on peut appeler l'inconscient collectif, mais et je sais qu'il y a un auteur notamment qui fait une espèce d'analogie entre les annales akashiques et l'inconscient collectif, mais attendez, on va préciser une chose, quand Jung il parlait d'inconscient collectif, et qu'il parlait des figures archétypales qu'il y a dans l'inconscient, il disait que lorsque l'individu se confronte aux énergies archétypales de l'inconscient humain, de l'humanité, pour lui, c'est presque comme une expérience mystique, en fait. Dans le sens où il y a tellement de charges psychologiques derrière, d'impact psychique sur le moi de la personne, que du coup, bah c'est une expérience qui est puissante, quoi, qui nous prend de l'intérieur, vous voyez, donc c'est pas rien non plus. Voilà. En soi, le truc, c'est que qu'il y a mémoire de l'univers, on peut se permettre de dire, de l'ordre de la pensée libre et du bon sens, que oui, d'accord? Mais est-ce qu'il est consultable de façon directe comme ça? Je pose la question. Parce que si on est capable de le faire, alors notamment je sais il y a des séances comme ça qui existent pour aller voir les vies antérieures des personnes, et si on est capable de le faire comme ça, donc dans ces cas-là, mais vous vous rendez compte tout ce qu'on pourrait faire? Parce que moi j'aurais plein de questions à poser, hein. Du coup je passerai mon temps plutôt que d'aller sur internet, je passerai mon temps dans les mémoires akashiques pour avoir les informations réelles et tangibles, quoi. Parce que, non mais je déconne un peu, mais on a l'impression que c'est l'encyclopédia universalis, en fait, presque. On y va comme ça. Non, je pense qu'en fait, alors encore une fois, c'est mon opinion, ok? Vous la prenez, vous la rejetez, c'est une opinion, d'accord? C'est, je pense qu'il peut y avoir un accès direct, mais il n'est pas aussi simple et et on ne le contrôle pas. C'est exactement comme la manifestation ou la co-création, on ne le contrôle pas à travers notre moi conscient. Et notamment parce que notre cerveau a des filtres, en fait. Et les filtres vont passer parce que là, en fait, la mémoire, on va dire, universelle, dans le modèle des 8 circuits, on pourrait l'associer peut-être au septième ou au huitième. Pourquoi pas? Oui, je pense que Laurent, il le mettrait à ce niveau-là. Ok, moi, j'ai envie de dire, en fait, quelque part, cette mémoire universelle, c'est comme le champ informationnel, il est partout. Il serait partout dans tous les circuits, quoi, parce que il baigne, en fait. C'est un lien, voilà. Mais à travers la structure de l'individu, effectivement, on pourrait, entre guillemets, y accéder à travers ces circuits-là. Plus à travers ces circuits-là, voilà. Dans ce sens-là, oui, complètement. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va quand même passer par différents filtres, et notamment le filtre de l'individu, le filtre psychologique, où on est sujet à à des projections mentales. On est sujet à des interprétations. On est sujet à ce qu'on voit donc en programmation neurolinguistique, c'est-à-dire généralisation, simplification et interprétation. Donc du coup, moi, encore une fois, je reviens à cette idée de pouvoir les consulter comme ça, je sais pas combien de temps durent les séances. Mais bon, personnellement, je me pose des questions. Alors au niveau de la mémoire des vies antérieures, j'ai déjà eu des demandes de ce type-là. Et voilà, moi, je dis pas à chaque fois qu'on me demande des choses, oui, c'est bon, voilà, genre, oh, encore un client, ça fait tourner la boutique. Non, non, non. En fait, moi, je pose la question, je dis, pourquoi, en fait, vous voulez voir les vies antérieures, en fait, vos vies antérieures? Est-ce que si c'est par rapport à une problématique, est-ce que déjà vous avez fait le tour de cette problématique dans cette vie-ci? Parce que déjà, c'est un sacré boulot, hein. Et surtout, est-ce que vous avez déjà pris en compte les problématiques familiales qui pourraient se répéter? Parce que ça, c'est aussi un truc qui est super intéressant et qu'on oublie, hein.
D'ailleurs, je n'ai pas forcément beaucoup parlé de ça, ou même pas du tout dans le cadre du 7e circuit, mais ce sera quelque chose aussi à préciser dans le futur. Donc, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que on ne peut pas accéder à ces mémoires. Je pense que moi, j'en ai une, voilà, mais je ne suis pas sûr. Et je vais vous dire quelque chose. Que ce soit vrai ou pas, pour moi, ça n'a aucune importance. Parce que ça change rien sur ce que je ressens dans l'instant présent. Si je me sens plus proche de telle ou telle culture, de tel ou tel peuple, eh ben, d'abord, c'est mon droit, donc c'est votre droit à vous aussi. Eh bien, très bien. Après, de savoir que j'ai été un Lakota ou un Inuit ou alors je sais pas, un paysan ou un ouvrier dans la révolution industrielle, mais, mais, mais peu importe, c'est pas grave. C'était pas le même, c'était pas mon moi présent, c'était pas la même construction en fait. Mon complexe de moi n'était pas le même. Donc ça n'a pas d'importance. Alors, peut-être que ça pourrait être effectivement intéressant dans le cadre de trauma et tout. Mais encore une fois, par rapport au trauma, commençons d'abord par ce qui se passe dans notre vie courante et présente. Et déjà, et après, peut-être qu'on peut aller voir tout ça. Et je pense qu'effectivement, cette connaissance, si elle vient, elle va venir aussi de façon spontanée. Voilà. Et il y a des textes bouddhiques qui parlent de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, au bout d'un moment, on arriverait à un certain niveau d'éveil où il y aurait cette connaissance. Mais après, est-ce que c'est parce qu'on a vécu et notre âme s'est incarnée, ou est-ce que c'est parce qu'en fait notre âme se constitue, s'imprègne de différentes énergies? On ne sait pas complètement sur le fond. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas en train de renier ça. Ce que je veux dire, c'est que le fait, il y a un peu un branding par rapport à ça aussi, parce que le fait d'aller vers ça, voilà, ça peut donner des simplifications ou des justifications qu'on va utiliser pour, entre guillemets, comprendre les choses qui se passent en nous. Mais attention, ça peut nous détourner d'un vrai travail de fond. Voilà, et j'ai même vu d'ailleurs en faisant des recherches par rapport à ça que il y a même des gens qui proposent ça pour des couples. Donc, du coup, vous avez un problème relationnel avec votre femme ou avec votre mari, et, et en fait, là, vous allez avoir ce rapport qui va dire quoi? Qui va dire que, bah, je sais pas, je dis n'importe quoi, attention, excusez-moi, mais en fait, vous avez des mémoires atlantes et monsieur n'a pas les mêmes mémoires. Donc voilà, donc là, ça aussi, encore une fois, c'est des choses qu'on a vu circuler, les mémoires atlantes. Sur quoi on se base, en fait? Je suis désolé, si vous avez des mémoires atlantes, eh ben, allez-y, expliquez-nous comment vivaient les Atlantes. Mais on veut des éléments concrets. Alors, en fait, si vous voulez, ce que je veux dire par rapport à tout ça, c'est que euh, juste, il faut se poser des questions. Il faut essayer d'analyser le fond. Et c'est pas parce qu'une idée nous paraît séduisante et jolie et cool et fun que qu'elle va avoir un sens pratique et qu'elle va nous amener quelque part, malheureusement. Et là, voilà, je vais pas continuer à analyser en détail toute cette tous les termes ou les mots qu'on va circuler, les concepts, parce que ça va dans tous les sens. Et même le fait, c'est pour ça que j'ai hésité avant de faire cette vidéo, parce que même le fait d'en parler comme ça, on va prendre ça comme une attaque. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens vont dire ah mais non, mais vous avez pas compris, voilà. Bon, mais peut-être, non, mais dans ces cas-là, expliquez-nous et surtout donnez des exemples et qu'on comprenne quoi. Voilà, dites-moi en quoi je suis pas encore suffisamment dans l'amour universel ou dans la lumière. Bon, pour moi, si vous voulez être dans l'amour universel, c'est un concept vague. Par contre, si on me parle d'être dans la compassion et dans l'empathie, là déjà c'est plus concret. Parce qu'il y a une notion de justesse aussi, il y a une notion de se mettre à la place d'autrui, et il y a une notion de justesse. Mais on n'est pas en train de parler, de dire que l'énergie, veut dire la source mère, entre guillemets, l'énergie créatrice du monde, elle est amour. Non, pas forcément. Et surtout, pourquoi elle serait... dans certains cas, on devrait souffrir, en fait parce que c'est par amour en fait que vous voyez il y a un truc derrière au niveau des croyances et des mécanismes qu'on retrouve dans certaines traditions religieuses aussi quoi. C'est moi avec le recul, et je suis pas le seul à le penser, on retrouve le même problème. C'est-à-dire quelque part vous allez entendre des discours de gens ou des vidéos
où on vous dit des choses vraies, c'est-à-dire on va vous dire, mais suivez vos ressentis, écoutez ce que dit votre corps, euh, oui, allez vers la lumière. Alors c'est vrai aussi, attention, on a besoin de luminosité, et voilà, c'est pas non plus bon de se nourrir que de choses sombres qui se passent dans le monde, dans notre monde et notre société. Bien entendu, je suis pas en train de dire que c'est pas qu'il faut pas le faire. Non, je suis en train de dire qu'il faut pas se focaliser que sur ça et bien nuancer son discours. C'est ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et surtout, donc ces gens ils vont vous parler de tout ça et après vous avez presque de façon sous-entendue le message suivant. En gros, ne réfléchissez pas quoi. Mettez votre intellect de côté, presque en fait c'est ça, hein. C'est vibrer et ressentir avec votre corps. Mais attention parce que la sensation et les informations qu'on peut avoir aussi avec le corps, parfois, elle peut être trompeuse, elle peut se tromper, si on n'est pas au clair, en fait, par rapport à ça. Et je sais que, du coup, ce que je dis, là, bah, ça peut... c'est moins, entre guillemets... c'est plus complexe, c'est plus exigeant. Et oui, mais ça fait partie du travail, en fait, hein, je suis désolé, hein, ça fait partie là, quand on parle de processus de prise de conscience, et quand vous lisez des textes du bouddhisme, et donc je fais référence à l'octuple sentier, parce que ça fait juste des siècles que ces moines le mettent en pratique. Et dans l'octuple sentier, vous avez la pensée juste, concentration juste, attention juste, moyen d'existence juste, effort juste. Donc il y a quand même aussi une notion d'effort. Donc il faut donner quand même, il faut se donner un petit peu. Et aussi penser juste. Et je suis pas en train de dire qu'il faut réfléchir tout le temps. Et non, il faut aussi effectivement faire de vide mental. Et là, on rentre dans le binôme du 7 et du 7e circuit, du 3e circuit. Donc de l'équilibre à trouver entre l'analyse, la réflexion et l'esprit critique et la notion de perception et de vision globale. On pourrait rapprocher entre l'activation du cerveau, du cortex limbique et du cortex préfrontal au niveau cérébral, quoi. L'idée, c'est qu'en fait, c'est toujours pareil. C'est bien de s'intéresser au sujet spirituel et à l'énergétique. Et il le faut, on en a besoin, il faut qu'on retrouve ça. Mais il faut pas renier tout le reste. Et c'est ça qui se passe. Et en plus, effectivement, il y a tout ce côté branding, tout ce côté marketing. Il y a beaucoup de gens dans ce domaine qui ont, avant de faire cette carrière, ils ont fait des études dans d'autres domaines avant et qui vont utiliser des connaissances qu'ils ont, sans qu'ils sont peut-être pour eux c'est naturel parce qu'ils se rendent peut-être même plus compte, mais des connaissances qu'ils ont en communication, en marketing digital, en storytelling, en branding et même en vente quoi, au niveau commercial. Il y a des gens qui sont très convaincants quand ils parlent à l'oral. Et ça s'apprend ça. Et oui, ça s'apprend. Donc du coup, voilà, c'est pas pour dire que ça sera forcément toujours négatif. C'est bien aussi d'apprendre à communiquer, de savoir s'exprimer correctement et d'améliorer des choses. Moi aussi, j'essaie de faire des efforts par rapport à ça. Et je suis pas parfait. Voilà, je suis dans un processus d'amélioration continue. Voilà, je suis dans une démarche QA. Je rigole. Mais donc c'est fondamental en fait d'insister là-dessus et de prendre du recul par rapport à ces textes, d'analyser. Et vraiment, je vous invite à le faire et à vous renseigner, quoi. Juste renseignez-vous, en fait. Renseignez-vous, lisez la prise de conscience et ce qu'ils appellent, je veux dire parce que moi, je parle pas d'éveil, en fait. Parce que le fait de dire éveil, ça fait une séparation entre les éveillés et les non-éveillés. C'est-à-dire, non, les gens un petit peu du quotidien, bon. J'aime pas ce côté séparation, ce côté étiquette. On a l'impression qu'on fait partie d'un club privé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aussi, il y a des mécanismes psychologiques derrière, vous savez, genre, voilà, on n'est pas comme tout le monde, les autres, ils sont endormis. Ils sont peut-être endormis, je sais pas, mais peut-être qu'en fait, il y a plein de gens qui s'intéressent pas à tout ça. C'est tout. Et ils sont focalisés sur autre chose. Et c'est pas non plus mauvais en soi. On a peut-être aussi besoin de gens qui sont dans la productivité et qui sont dans cette dimension-là, quoi. C'est encore une fois, il faut avoir cet esprit global et pas se fermer en fait et éviter des clivages. Voilà quoi. Et j'insisterai aussi là-dessus sur la fin, c'est soyez autonome. Voilà, vraiment soyez autonome. Ne vous fiez à personne, ne vous fiez à
aucun message, et surtout, je pense que moi, en fait, ça m'inquiète un peu, en fait, quand je prends du recul par rapport à tout ça, après ces 20 ans d'intérêt, voilà, bon, après, j'ai pas passé mon temps tout le temps à lire à lire tout ça, euh, je constate qu'on retombe toujours sur les mêmes schémas, quoi. Toujours ça. On tourne en boucle avec ça, quoi. On tourne en boucle. Alors, voilà, ouais, mais boucle, Patrick, c'est le modèle demi-circuit. Ouais, c'est vrai. Je me fais prendre mon propre piège, là. Non, mais dans le sens où, quelque part, oui, bien sûr, boucle, mais il faut que la boucle soit rétroactive. C'est-à-dire qu'il faut analyser ce qui se passe et prendre du recul quand même et intégrer des choses. Là, on a vraiment l'impression de tourner en rond, quoi. C'est pas une boucle de l'infini, quoi. C'est une boucle circulaire, quoi. Je veux dire, c'est vraiment ça. Et derrière, il y a toujours ce même modèle économique avec ce branding et ce marketing digital et tout le storytelling, voilà. Et on retrouve un petit peu le même typologie de personnes qui sont très vendeurs. Il y a pas, voilà, et qui vendent, quoi. Mais c'est des produits marketing, c'est des produits marketing et des produits spirituels. Et je dis pas attention, il y a pas, c'est des gens qui sont de bonne foi, en fait, vous voyez, mais eux-mêmes sont peut-être pris dans leur propre problématique interne, en fait. Vous voyez? Et du coup, sans forcément vouloir faire du mal, ils attirent du monde à eux, et il y a des gens qui sont capables de suivre corps et âme, en fait, ça, et il y a un phénomène de fascination. Après, on rentre dans tout le mécanisme de la psychologie des foules et de la psychologie du groupe, où il y a un effet de groupe qui s'installe, et il y a un égrégore qui se crée, il y a un inconscient de groupe qui se met en place, et du coup, on est très influençable, hein, par rapport à ça. Et je sais que c'est pas facile d'en sortir, parce que ça nécessite de faire face au sentiment de solitude, à la peur, aux angoisses, voilà. Donc c'est sûr que c'est pas simple. Voilà, tout ça pour dire que faut rester bienveillant, mais pas être dans l'amour universel pour moi, parce que ça, voilà. Je finirai là-dessus pour rigoler, mais voilà, je vous laisse réagir si vous voulez, toujours pareil à la vidéo, si ça vous a parlé. Et puis, merci encore pour votre écoute, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.